Nouvelle semaine, un nouveau défi. Bonjour très chers téléspectateurs de SOS Docteur TV et bienvenue dans votre émission Le Plateau du Bien-être. Nous sommes encore là ce matin pour partager des choses avec vous. J'espère que vous vous êtes bien réveillés, que votre journée a bien démarré. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, nous sommes juste là pour vous accompagner durant cette matinée et pour vous faire découvrir d'agréables choses. Aujourd'hui, dans cette émission, nous aurons à parler de l'impact du climat sur la santé, un sujet très intéressant et nous allons donc discuter de cela avec notre invité du jour. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'heure, ils sont là sur ce plateau, mes très chers chroniqueurs, ma team, comme j'aime bien le dire, ils sont là bien au poste, bien au taquet pour démarrer cette semaine avec vous. Bonjour la team. Bonjour Blandine. Quelle froideur. C'est quoi? Bonjour la team. Bonjour Blandine. Comment vous allez? Non, tu ne nous as pas fait du café ce matin. Je vais vous faire du sport sur ce plateau. C'est quoi? Pourquoi c'est mou comme ça? Elle a parlé de quelque chose du café. Si tu nous avais donné du café, je suis sûre que notre réponse là même, le studio allait remuer, tu vois. Donc prochainement. Bon. Je pense que c'est rentré dans l'oreille de point de suspension. Donc ne t'inquiète même pas. D'ici demain, ce sera à faire classer. Tu sais qu'ici là c'est chap. D'accord. Ok. Mais le café c'est quoi? C'est rien le café. N'est-ce pas? C'est rien le café. Alors comment vous allez votre week-end, Charlène? Bonjour. Bonjour Blandine, bonjour chers téléspectateurs. En tout cas, le week-end s'est bien passé par la grâce de Dieu. Rien de spécial, mais on rend grâce à Dieu pour cette nouvelle semaine que nous sommes en train d'entamer. En tout cas, très bonne semaine à nos chers téléspectateurs. Exactement. Jacques, comment tu vas? Je vais bien. Mon week-end, le week-end était très inspirant. N'est-ce pas? Ouais, c'était un week-end très inspirant. Un week-end très riche. Donc, je démarre cette semaine avec beaucoup d'enthousiasme et tout. J'espère que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Amen. Bonjour Ezekiel. Bonjour Nadine, bonjour Jacques, bonjour Charles, très bien. Merci, c'était un bon week-end aussi. J'espère que nos amis aussi ont passé un très bon week-end aussi chez eux. Voilà, le week-end c'est pour se reposer, donc ceux qui l'ont fait, naturellement ils se sentent mieux. Donc voilà, ceux qui ont pris moins d'alcool aussi le week-end se sentiront naturellement bien. Très bien ce matin, voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent le lundi, franchement c'est pas un bon jour parce que... C'est tout cas l'alarme sonne. Les jours de la semaine, on devait commencer par mardi. C'est ça, commencer par mardi. Le problème des gens, c'est qu'il ne faut pas que la semaine commence en fait. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver en ce lundi. C'est parti donc pour une semaine en votre compagnie. Comme vous le savez, dans cette émission, nous démarrons toujours avec la causerie du jour. Alors, aujourd'hui, cérémonie funéraire en grande pompe. On en parle? On en parle, bien sûr qu'on en parle. Bien sûr qu'on en parle. Ok, bon, tu as dit bien sûr. Allez, donc, tu vas commencer par ça. Oui, je vais prendre les taureaux par les cornes parce que c'est un sujet qui fait beaucoup grincer des dents parfois parce que voilà, il faut le dire, il y a des gens qui en font quand même parfois trop lorsqu'il s'agit de funérailles. C'est vrai, on a nos cultures ici en Afrique, mais parfois, je me dis qu'il y a des personnes qui exagèrent. Pour des funérailles, on dépense énormément, vraiment, des sommes même qu'on n'a pas pu dépenser peut-être pour une personne qui est dans le cercueil qui aurait pu être sauvée par cette somme-là. Et pour ça, je trouve ça très contradictoire, même si pour d'autres, c'est une manière d'honorer la personne qui est décédée. Je pense qu'on pourrait le faire un peu plus sobrement aujourd'hui. Les funérailles sont devenues des occasions plus de entre guillemets réjouissance parce que c'est très contradictoire. C'est vrai que quand une personne décède on est triste, mais parfois ça devient un peu trop au niveau de la réjouissance. Pour moi c'est un truc qui doit pas cesser, mais qu'on doit faire de moins en moins, qui doit être un peu plus sobre que ce qu'on fait d'habitude chez nous ici. Je parle de chez nous parce que c'est ce que je connais, donc je sais que sous d'autres cieux, c'est plus sobre, plus familial, plus restreint, mais bon, je pense que voilà, je ne dis pas forcément qu'on doit adopter ça, on peut garder nos cultures, mais tout en restant sobre lorsqu'il s'agit de décès d'une personne chère à nous. Donc voilà, c'est pour le moment ce que je peux dire
par rapport aux funérailles en grande pompe. Alors, Jacques? Merci, je pense que c'est un sujet passionnant et très inspirant parce que... Cette histoire d'inspiration. Non, franchement, il a démarré l'émission en disant ça. Non, en tout cas, il a été très inspiré durant le week-end et voilà. Je déborde d'énergie, je bien, déborde d'inspiration. C'est bien. Tout le plaisir. Moi, je dirais que c'est un phénomène qui vient du suivisme. Quand on prend nos frères nigérians, par exemple, là-bas, les funérailles, c'est une grande pompe. Et même quand on prend le Ghana ici, par exemple, quand il faut exposer le corps, on voit comment ça se fait, avec des déformations pas possibles, des postures pas possibles. Et c'est la fête. Même quand je prends le Bénin, même ici, on sait ce que nos frères béninois aussi font. Alors le Togolais aussi, dans cette soif-là, essaie de copier un peu partout. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. Excusez-moi, c'est juste un petit lien. C'est la même chose pour la dot. C'est une parenthèse. Alors, c'est pour dire... J'aime bien. C'est une parenthèse. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où nous avons dénaturé nos cultures. On a perdu nos valeurs, si bien que on s'est laissé emporter par l'effet de la mode. Une personne de son vivant a besoin juste d'une petite cotisation pour survivre. On est incapable d'arriver à mobiliser cette somme-là. Mais à son décès, on vous dira non, on ne peut pas enterrer cette personne en même temps. Il faut l'envoyer à la morgue. Nous tous, nous savons tout le processus, les frais, en tout cas tout ce qu'on dépense à la morgue. Pendant ce temps, on dit non, il faut faire venir les oncles, il faut faire venir telle personne, c'est eux qui doivent se prononcer. Et c'est des jours, on accumule quand même des dépenses. Après, on demande aux gens, vous les enfants, vous allez payer telle somme. Vous allez contribuer à hauteur de telle somme. Et toi, tu donnes ceci. Toi, le beau-fils, tu donnes ça. Toi, je ne sais pas. C'est des frais qu'on arrive, qu'on dispatche, on donne à tout le monde sa part. On dit, bon, on va aller pour mobiliser telle somme. Et après, il faut aller à l'enterrement. Mais est-ce que... Et l'autre conflit aussi, c'est que sur le faire-part, on dit non, il faut corriger telle personne, sa femme et ses enfants aux États-Unis, telle personne, sa femme et ses enfants à Genève, telle personne... Des personnes qu'on n'a jamais vues. Ce qui me dérange encore personnellement, on vous dira telle personne ministre ou bien directeur de cabinet de... Mes chers amis, est-ce que ça va ramener le mort? Je suis désolé, c'est vrai, on me dira par exemple, en pays cabien, quand une personne âgée décède, c'est la fête et tout. Mais je ne pense pas que c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Je ne dis pas que quand une personne décède, il ne faut pas l'honorer. Je ne dis pas que quand une personne décède, il faut être dans un état de tristesse. Mais quand même, essayons de revoir le budget. Est-ce que tout ce qu'on budgétise, est-ce qu'on peut pas prendre une partie pour aider la famille après? Quand une personne décède tout de suite, on va dire, est-ce que la personne a un enfant? On dit non, oh, elle a vécu inutilement. Mais lorsqu'on apprend qu'elle a un enfant, on dit, ah, au moins ça. Et le jour de l'enterrement ou encore des obsèques et tout, on dira aux enfants, on prendra soin de vous. Votre père a été d'une certaine intégrité. Votre père est un homme dynamique. Votre père, il est ceci, il est cela. Mais après l'enterrement, ces promesses-là, après l'enterrement, ces personnes passent où? Et on fait déplacer des gens, service traiteur par ici. Aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode. Service traiteur par ici. Les fanfaristes par là. Des demoiselles de quoi, je ne sais pas, d'accueil et tout ça, les hôtesses et tout. Moi, la seule question qu'il faudra se poser, est-ce que le mort reviendra? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres charges? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dépenses? Je m'arrête là. Bon, je vais encore vous décevoir ce matin. Je suis désolée, mais pour moi, je pense que c'est vraiment nécessaire. Parce que Ézéchiel et Jacques ont dit que peut-être que la personne de son vivant n'avait pas les moyens de se nourrir, ou bien peut-être qu'il était malade, il n'avait pas les moyens d'aller à l'hôpital se faire soigner. Je pense que quand la personne décède, on se rend à l'évidence, on a un certain regret. Et on veut en fait se rattraper. C'est pour ça souvent on organise de grandes funérailles, tu vois. Donc... c'est un funérail, non? Ouais. De grands funérailles, voilà. Donc, chacun veut. C'est pour, en fait, rendre hommage à la personne. Ce qu'on n'a pas pu te faire de ton vivant, on se rattrape en le faisant lors de ton décès. Et puis, nous sommes en Afrique. Quand on apprend que telle ou telle personne est décédée,
on informe la famille, des personnes lointaines, même, des gens, même quand, des gens qui sont au village, très loin, tout le monde veut être là. Et tout le monde doit manger, boire à sa faim avant de repartir. Sinon, vous-même, vous savez, on est en Afrique, on va gâter le nom de la famille. On dira que voilà, je suis venu participer aux funérailles de tel et à la fin, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Donc, c'est pour rendre hommage à la personne. Voilà. Alors, Jacques, si tu permets, parce que je suis désolé, Charlène, mais dire que c'est une manière de se rattraper. Les funérailles ne sont pas des occasions de mea culpa. Si vous n'avez pas aidé une personne à pouvoir survivre, bah, la chose qui reste à faire, c'est de l'honorer et de le faire bien et sobrement. En tout cas pour moi, parce que voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas aidé, vous n'avez pas pu l'aider avant sa mort que vous devez venir faire de funérailles en grande pompe pour pouvoir, voilà, je sais pas, demander pardon ou faire quoi. Moi je comprends pas. Pas forcément organiser des funérailles sobres. Permet que j'aille au bout de ma réflexion. Donc je disais que c'est pas un mea culpa. Pour moi non, c'est pas ça. Maintenant, le fait de ne pas manger ou de boire des funérailles, mais je suis désolé. C'est pas assez. Enfin, qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est pas que vous mangez chez vous quand même. Vous mangez chez vous, normalement. Donc, même après les funérailles, forcément, vous allez continuer à manger chez vous. Même avant, vous avez dû manger avant d'arriver. Donc, c'est pas ce qu'on va vous servir aujourd'hui dans un funérail qui va faire de vous des rassasiés à jamais. Les repas de funérailles ne sont pas des pains de vie. Je suis désolé. Nous sommes en Afrique, hein, vous savez ce qui se dit. Charlène, nous sommes en Afrique, je ne refuse pas. Tu vois, en Afrique, quand c'est une personne âgée qui décède, je peux partager ton avis. Il faut vraiment l'honorer. On sait que cette personne-là a atteint un niveau. Cette personne a une certaine expérience. Il faut vraiment l'honorer. Et ça sert de leçon également à ceux qui viendront après cette personne. Je suis d'accord. Mais maintenant, pour faire le mea culpa dont vous êtes en train de parler, est-ce que faire les cérémonies, les funérailles en grande pompe serait le vrai mea culpa? Est-ce qu'on ne peut pas penser peut-être aux enfants, essayer de revoir le budget et allouer, allouer une partie comme assistance aux enfants? Est-ce qu'on ne peut pas penser faire peut-être des demandes de messe, peut-être penser à des séances de prière pour le repos de l'âme de cette personne, ou encore penser à des œuvres qui pourront peut-être être salutaires à l'âme, bon, quelque chose comme ça de la personne. Et il faut vraiment investir dans ça. Et ça devient après une certaine... on cultive finalement un esprit de sorcellerie, excusez-moi de le dire ainsi. Pourquoi je le dis ainsi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, et si on tuait cette personne, au moins on sait qu'arriver là-bas, on fera des cérémonies en grande pompe. Après maintenant, on dit, bon, qui est-ce qu'on peut mettre sur le calendrier encore? Et ainsi de suite. Il y a des mois où quand vous allez vers l'intérieur, le nord, mais les gens ne dorment plus à la maison. On se dit que sur un mois, on sait que c'est la période des funérailles. Sur un mois, je quitte ma maison, je me promène de maison en maison parce que je viens avec ma natte, je finis ici, on sait que il y a un voisin à côté, il faut aller là-bas et on fait le tour du village. Des funérailles sont devenus des moments où on te transmet des choses mystiques sans le savoir. Dans les funérailles, les gens s'entretuent parce qu'on veut faire les choses en grande pompe. Dans les funérailles, Dieu seul sait ce qui se passe. Alors, s'il faut réellement faire le mea culpa, je ne pense pas que faire les choses en grande pompe serait la solution, mais plutôt penser peut-être aux enfants, penser à la famille, penser à certaines œuvres pour le repos de l'âme de la personne. Si c'est une personne âgée, on peut le faire, mais de façon modérée, parce que après tout, on va à la fête et après on a des dépenses, on s'endette énormément pour aller faire des inutilités et après on est là, on regarde, on bave là. Pourquoi tu parles d'inutilité? Pourquoi tu parles d'une utilité? Parce que là, je ne comprends pas. Et puis, c'est pas parce qu'on organise des funérailles à grande pompe que ça veut dire qu'après, on ne pense pas aux enfants. Ok, dis-moi, est-ce que le fait de le faire en grande pompe aide l'âme, va aider l'âme de la personne? Que vous le fassiez sobrement ou à grande pompe,
la personne ne reviendra pas à la vie. On dit souvent, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Le Seigneur a repris, normalement, ça doit être une fête. Est-ce qu'on veut nous faire comprendre que peut-être, je donne un exemple, un président de la République qui décède avec les honneurs possibles de ce monde-là, et peut-être la vieille dame de Bouilly qui décède, qui n'a pas peut-être bénéficié de tous ces honneurs-là, on va me dire que parce que on a intérêt le président de la République avec les honneurs possibles ou encore les hommages possibles, ce qui ça fera que cette personne va hériter le ciel ou le paradis. Je ne refuse pas. Nous sommes ici sur terre. Oui. On parle de ce qui se passe ici. On ne parle pas de ce qui se passe là-haut. Non, je parle de ce qui se passe également ici. Quand on organise des funérailles à grande pompe ou sobrement, ce qui est sûr, la personne ne va pas se lever. Donc pourquoi ne pas lui rendre un dernier hommage vraiment qui va honorer la famille? Que penserait l'âme qu'après son décès, les gens se sont endettés pour l'enterrer? Ça, on ne saura jamais. En tout cas, on se retrouvera là-haut et puis on va discuter du reste. Merci à vous, mes chers. J'ai quelque chose à rajouter. Ouais, moi, j'aimerais juste dire que ces personnes-là qui me regardent et qui s'en vont parfois salir le nom des familles qui ne font pas de funérailles en grande pompe parce qu'ils n'ont pas mangé ou soi-disant bu dans les funérailles, sont des personnes de mauvaise foi tout simplement. C'est-à-dire que vous venez soutenir une personne et ayez l'intention de soutenir et de rendre hommage à la personne qui est décédée et non de venir justement envoyer votre bouche, excusez-moi de le dire ainsi, pour pouvoir manger à l'occasion ou boire à l'occasion. Donc voilà, soyez sincères dans vos démarches de soutien lorsqu'une personne perd ses proches au lieu de penser à tout ça. Jacques. Pensons à comment accompagner l'âme de la personne. Pensons au repos de son âme et pensons à la famille, peut-être aux enfants et tout ce que la personne a laissé, que de faire des choses juste pour plaire aux gens ou encore pour qu'on dise que c'est telle famille, on a fait ceci, cela, c'est inutile. En tout cas, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que si vous avez les moyens de le faire à grande pompe, faites-le. Mais n'oubliez pas la veuve, le veuf et puis les orphelins à la suite. Ouais, c'est très important. Et je vous rappelle que c'est juste nos avis, c'est juste des avis qu'on donne dans cette émission. Ce n'est pas du tout des conseils. On ne dit pas forcément de reproduire ce que nous donnons comme avis. Ça dépend de chaque famille, ça dépend de comment vous jugez bon d'enterrer les personnes qui sont décédées dans votre famille. Merci, c'était tout pour la causerie du jour. Nous allons donc poursuivre cette émission et tout de suite, info du jour. Beaucoup s'en plaignent en cette période de l'année. Les moustiques dévorent certaines personnes et pas d'autres. Pourquoi ces insectes s'en prennent-ils toujours aux mêmes cibles? Élément de réponse avec nos confrères de France 2. Quand on le voit, il est souvent déjà trop tard. Le moustique est discret, mais il rate rarement sa cible. Pascal et Chantal en ont fait l'amère expérience. Les après-midi dans leur joli kiosque de jardin, c'est fini. On n'y va pas parce qu'on se fait dévorer. Dès qu'on s'assoit, on a des... Dans les 5 minutes qui suivent, on est dévoré. Alors, c'est là le bouillon de culture. On voit bien les moustiques qui sortent là, vous voyez. C'est la femelle qui nous pique pour nourrir ses œufs. Ces larves sont adultes en quelques jours et n'attaquent jamais au hasard. À quels endroits ils piquent? Les plus... les parties où on a tendance à fermer, je trouve, moi, les pieds. Alors, les pieds. Les pieds, beaucoup les pieds. Et puis là, quand c'est bien tendre, voilà. Quand c'est bien mou. Et qui est plus piqué, monsieur ou madame? Monsieur. Monsieur, ouais. Pourquoi nous pique-t-il, nous, plutôt que notre voisin? C'est la question que tout le monde se pose. Et on sait aujourd'hui que les moustiques choisissent leur proie. La cible idéale fictive serait cette personne corpulente, sportive ou femme enceinte, vêtements foncés, en sueur, et si elle a bu de l'alcool, elle est encore plus attractive. Le moustique cherche le sang le plus riche en protéines et en sucre. Et pour trouver, il a une véritable tête chercheuse, des milliards de capteurs sur les petits cils de ses antennes. Et les deux antennes sont fournies de capteurs, de différents capteurs qui vont répondre à différentes molécules et permettre d'orienter le moustique. Par exemple? Par exemple, des détecteurs à CO2, des détecteurs à acide lactique, des détecteurs de température aussi et d'humidité qui vont renseigner le moustique.
Sur le marché des humains à piquer, le moustique est d'abord guidé par l'émission de dioxyde de carbone, puis nos odeurs corporelles, les couleurs foncées que nous portons, la chaleur que nous dégageons. Et enfin, peut-être a-t-il une préférence pour le groupe sanguin O, sans que l'on sache pourquoi. Les anti-moustiques perturbent les capteurs des insectes. Vous pouvez aussi éviter de manger des bananes, de boire de la bière et vous laver au savon antibactérien. Voilà quelques recettes qui, hélas, ne vous épargneront pas totalement. Une fois le moustique à table, il y a toujours des victimes collatérales. Voilà les moustiques qui sont devenus de vrais scientifiques, Jacques. C'est vraiment surprenant. Moi, j'ai toujours dit que les moustiques maîtrisent mieux nos odeurs. Parce que vous imaginez, dans une pièce, il suffit juste d'éteindre la lumière, le moustique va te repérer. Et il viendra faire son boulot. Et ce qui doit attirer notre attention, c'est que ce n'est pas seulement en Europe que le moustique tigre est en train de faire rage aujourd'hui. Et tigre, oui. Oui, il est en train de faire rage aujourd'hui. Il est également ici chez nous, nous parlons de la dengue ces derniers temps-ci. Ils sont là, il faut vraiment faire attention. Moi, en tout cas, je voudrais beaucoup plus attirer notre attention sur les mesures préventives, porter des tenues, des vêtements qui pourront vraiment nous protéger. Parce que avec ces antennes comme on vient de le dire là, ce sont des moustiques beaucoup plus scientifiques. Des moustiques beaucoup plus scientifiques qui recherchent plus de protéines et tout. Je pense que dans l'élément, c'est dit, il faut éviter de porter des tenues de couleur noire, surtout parce que ça les attire énormément. Ça me rappelle un événement qui s'était passé. On est sorti et je remarquais qu'il y avait des moustiques. J'étais la seule en fait à être piquée. Je ne comprenais pas. Et c'est là un ami a dit, oh, c'est parce que tu as porté du noir. J'ai dit non. Comment est-ce que parce que j'ai porté du noir, je suis piquée par les moustiques? Et la personne m'a fait comprendre qu'en fait les moustiques, le noir attire en fait les moustiques et tout. Et j'ai aussi une amie drépanocytaire avec qui j'étais une fois en train de discuter et qui se plaignait du fait que les moustiques la piquaient. Moi j'étais là zen, sans aucune piqûre. Elle me dit non, que c'est parce qu'elle est drépanocytaire que les moustiques la repèrent. Bon, moi j'ai pas compris, j'ai trouvé ça bizarre, mais... Tu vois, je dis que avec l'élément là que les moustiques, franchement, ils repèrent bien leur proie. Ils ne vont pas piquer au hasard. Et puis on vous parle souvent de l'alcool, vous voyez. Les personnes qui... Je savais que tu allais venir là-dessus. Je suis désolé, il fallait que je vienne sur le sujet. Parce que tu nous as lancé un petit défi là qu'on a relevé même durant le week-end. C'est ça. Ce petit défi là qu'on a relevé. Même essayer de boire moins d'alcool pour protéger contre les moustiques. Donc c'est déjà bien. Non, plus sérieusement, il faut aussi noter que nous sommes un peu comme des produits au supermarché où ils choisissent la meilleure qualité, quoi. Comme des viandes sur le marché où ils choisissent la meilleure qualité. Donc voilà, c'est des êtres particuliers aussi, qui ont leur sens, qui leur permettent de pouvoir opérer. Donc c'est à nous maintenant de nous protéger, comme Jacques l'a dit, de prendre des mesures préventives justement pour essayer de ne pas se faire piquer à tout bout de champ. On ne pourra pas annihiler tout ça complètement, mais essayer de se faire piquer le moins possible, quoi. Exactement. Et faites en sorte de ne pas vous faire piquer. Évitez des tenues de couleur noire. Dormez sous une moustiquaire, c'est très important. Et quand vous êtes dehors pendant la journée, portez des tenues longues. Voilà. Ce sera tout pour Info du jour. Place maintenant à la publicité. On revient juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix.
soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. Retour donc au plateau, vous êtes dans l'émission Le Plateau du bien-être et tout de suite, défi de la semaine. Ézéchiel, nouveau défi pour nous aujourd'hui, donc défi de la semaine. Exactement, Blandine, un nouveau défi. J'espère que tu ne vas pas nous interdire de manger. Non, vous allez manger. Manger, c'est bien, mais manger sain, c'est important. Alors, je reviens au défi de la semaine, défi qui m'a été inspiré pendant le week-end où je me suis rendu compte que nous ne sommes pas vraiment informés sur les questions de santé. C'est-à-dire que, c'est pas seulement les médecins ou les grands personnels de santé qui sont aujourd'hui habilités ou qui doivent seulement avoir les informations sur la santé. Il est important aussi que nous, les populations, ayons les informations, mais aussi les bonnes informations sur la santé. Je reviendrai en tout cas sur l'importance de se cultiver sur les informations, les questions de santé. Mais c'est très important de nos jours que ce soit les adolescents, parce que les enfants c'est encore un peu jeune, mais les adolescents, voire les adultes, aient beaucoup de connaissances sur tout ce qui est santé, surtout par exemple sur les maladies un peu récurrentes, les maladies un peu répandues, que ce soit par exemple une personne qui est en cas d'accident vasculaire cérébral, une personne qui fait de l'hypertension, une personne qui fait du diabète, des maladies un peu connues comme ça. C'est important de pouvoir s'informer et de savoir parfois ce que ça peut créer comme maladie, ce que ça peut créer comme symptômes, tout ça, c'est important. Oui. Et quelle importance cela peut-il avoir? Alors ouais, j'en parlais parce que par exemple, quand je prends le cas de l'AVC, Jacques ne me dira pas le contraire, savoir connaître les bons gestes à faire lorsqu'une personne se présente dans ce cas-là. Les bons gestes au bon moment. Les bons gestes au bon moment, justement, pour sauver cette personne. Ça peut contribuer aujourd'hui à sauver une personne. Donc, si vous n'êtes pas informé aujourd'hui sur ce que c'est que l'AVC, comment est-ce que ça se manifeste, les symptômes, vous ne pouvez pas intervenir. Ou si vous n'êtes pas formé, par exemple en tant que secouriste, parce que c'est aussi un moyen de s'informer sur ces genres de maladies-là. Vous ne pouvez pas intervenir en cas d'une personne qui est en train de mourir sous vos yeux. Donc voilà, et puis c'est valable pour les autres maladies, j'ai parlé de l'hypertension, du diabète. Donc c'est important justement de pouvoir connaître ces gestes-là, de connaître ces informations-là pour pouvoir intervenir au moins le temps que des professionnels de santé ne prennent le relais et puis sauver des personnes. Et puis je parlais de quelque chose qui m'a inspiré parce que j'ai suivi un concours interscolaire sur le diabète qui a été fait ce week-end à l'Agora Saint-Cor où des jeunes gens et des lycéens de seconde qui maîtrisaient vraiment beaucoup de choses sur le diabète. J'étais étonné, il y avait des choses que, je peux le dire un coup, moi, mais je ne savais pas sur le diabète que j'ai découvert là-bas par des enfants de seconde, des jeunes de seconde, des lycéens de seconde, qui étaient très bien informés, qui connaissaient exactement c'est quoi l'indice de masse corporelle idéal, comment ça se situe, tout ça. Donc c'est important aussi que nous aussi nous sachions ça, pour notre propre bien aussi, de connaître les symptômes du diabète. Par exemple, une personne qui fait du diabète peut faire ces symptômes-là, mais sans savoir que c'est le diabète qui est en train de la guetter. Donc c'est important aussi d'avoir ces informations justement pour pour essayer de sauver sa propre vie aussi. Maintenant, où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations? Alors aujourd'hui, ce que je peux dire, ça peut rentrer dans les conseils, c'est de demander conseil chez les médecins aussi. Vous pouvez demander conseil chez eux. Et puis aujourd'hui, comme je l'ai dit, par les petites formations comme le secourisme aussi, on peut avoir beaucoup d'informations aussi. Et puis on peut dire que Internet nous aide aussi beaucoup, mais avant de pratiquer certains gestes lus sur Internet, il est important de consulter aussi des médecins ou des professionnels de santé pour justement éviter parfois de ne pas faire les mauvais gestes entre guillemets pour, au lieu d'aider la personne, compliquer son cas. C'est très important. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se documenter aussi sur les questions de santé, vraiment pour, c'est très important en tout cas. Je pense que le défi de cette semaine, en tout cas, moi, m'intéresse beaucoup.
Cette semaine, on va se lancer le défi d'apprendre au moins de chercher 5 informations dans le domaine de la santé. Une information par jour, une information qui puisse nous cultiver, même ne serait-ce que le nom d'une maladie, connaître le nom, ou encore peut-être quelqu'un qui dit je fais la fièvre, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui dit j'ai une lombalgie, ça veut dire quoi? J'ai une cervicalgie, ça veut dire quoi par exemple? Donc c'est des choses qu'il faut arriver à connaître, et un jour dans une situation donnée, ça peut vous amener à mieux décrire ce que vous êtes en train de vivre. Donc le défi de cette semaine, ça m'intéresse beaucoup. C'est comme au lycée, on nous dit cette semaine venez avec 5 noms ou encore 5 mots différents, donc chacun donne la définition et on apprend ça jusqu'à la fin de la semaine. Vous allez retenir quand même quelque chose. Donc je pense que ça peut nous aider. Et ce sera tout, Ezekiel? Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que comme Jacques l'a dit, vous essayerez de découvrir quelques maladies ou quelques choses qui ont rapport avec justement la santé pour mieux vous cultiver sur ces sujets-là. C'était tout pour un défi de la semaine. Il était question de se cultiver sur les questions de santé. Tout de suite, que sais-je? Généralement, l'on voit sur les frontons des pharmacies une représentation de serpent et une cuvette. Pourquoi cette représentation? Que devions-nous comprendre? On en parle justement, donc que sais-je aujourd'hui, avec Jacques Sarah. Tu me surprends avec... vraiment. Tu commences par me contaminer. N'est-ce pas? C'est l'inspiration. C'est toujours l'inspiration du week-end. Alors Jacques, dis-moi, n'est-ce pas? La coupe d'Hygie. La coupe d'Hygie. Oui, qu'est-ce que c'est? Il faut dire qu'aujourd'hui, dans la rubrique Que sais-je, nous allons faire un petit voyage dans la mythologie grecque. Très intéressant, mon Ok. Oui, alors quand nous prenons le fronton des pharmaciens, comme tu l'as dit, et cette représentation, nous parlons de la coupe d'Hygie. Pourquoi la coupe d'Hygie? Il faut dire que dans la mythologie grecque, Hygie était la fille d'Asclépios. Asclépios était le dieu de la médecine. Alors sa fille s'appelait Hygie parce que ça vient du nom grec Hygia. Donc c'est-à-dire elle était la déesse de l'hygiène, la déesse de la santé, propreté et de l'hygiène. Donc elle a hérité, je dirais qu'elle a hérité ça de son père. Lorsque nous allons beaucoup plus parler du sceptre d'Asclépios, vous allez beaucoup plus comprendre. Alors, donc, étant déesse de la propreté, de l'hygiène, alors, et puis il y a aussi cette cuvette dont vous parlez. Mais bien avant la cuvette, il faut dire qu'il y a le serpent. Et dans la mythologie grecque, le serpent représentait la guérison. Le serpent était également le symbole de la médecine dans la mythologie grecque, dans l'ancien temps. Alors, il faut dire que cet enroulement du serpent sur la cuvette a une autre signification aussi. Alors, il faut dire qu'avec le temps, ça a évolué et par convention, déjà à partir du XXe siècle, on est arrivé à harmoniser, à adopter ou encore à standardiser le symbole des pharmaciens. Alors, la cuvette signifie quoi en fait? Parce que c'est peut-être ce qui intéresse beaucoup plus les gens. Lorsque vous allez à l'hôpital par exemple, avant que l'infirmière ne vous administre les soins, elle vient souvent avec quoi? Elle vient avec un petit plateau. Il y a les seringues, il y a les produits. Alors, c'est pour attirer l'attention de ces personnels-là, attirer leur attention sur l'hygiène. Parce que l'hygiène en milieu hospitalier est très importante. Et je pense que la dernière fois avec je parle du docteur Abodjian, nous parlions aussi ici avec Gisèle des maladies qu'on peut contracter en milieu hospitalier. On parlait même de la pollution, de tout cela. Alors, c'est pour beaucoup plus attirer leur attention. Comprendre que, eh bien, il faut une certaine hygiène. Maintenant, il faut également dire que la coupe symbolise le récipient dans lequel sont préparés et administrés les médicaments, comme je viens de le dire. Et le serpent entourant ou plongeant sa tête dans la coupe, parce qu'il peut avoir cuvette comme la coupe. Alors le serpent symbolise la sagesse, comme je l'ai dit, le pouvoir de la guérison.
Maintenant, avec le temps, il y a eu des harmonisations. Donc, la coupe d'hygiène est souvent utilisée comme emblème officiel des pharmaciens. Alors, c'est pour aussi attirer l'attention des pharmaciens pour dire que, écoutez, il faut toujours prendre soin des produits que vous gardez. Il faut aussi prendre soin de quand on veut administrer les soins à un patient et faire référence toujours à ce serpent-là qui est symbole de la sagesse, parce qu'il faut une certaine sagesse. Quand un patient vient peut-être à la pharmacie pour s'acheter un médicament, il faudrait quand même que le pharmacien ait un niveau de sagesse pour ne pas quand même dire « Ah, tu veux ceci ?» tu veux cela, ça communiquer directement, en tout cas de façon ouverte sur le produit qu'est venu chercher le patient. Peut-être que c'est un produit, quelque chose qui relève beaucoup plus de son intimité, mais qui est mis à nu. Je donne un petit exemple. Moi, je connais l'exemple. Je le vois. Je vois l'exemple. Ça saute à l'œil sans microscope optique. Voilà. Et ce qui fait que même parfois, même sous un autre angle, imaginez une fille qui rentre à la pharmacie qui voudrait payer des produits peut-être pour ses infections. Et quand elle donne le nom, on commence par vous voulez ceci ou encore c'est les préservatifs. Elle dit ah vous voulez les préservatifs. Il y a certaines personnes qui peuvent les rendre malades. Ou parfois la caisse, c'est pour qui le produit pour les infections? Le préservatif, c'est pour quel monsieur? Donc, il faut comprendre qu'il faut une certaine sagesse, penser à la santé des patients, mais penser beaucoup plus aussi à leur hygiène. Vous voyez quand même les mesures qui sont prises dans les pharmacies, les mesures qui sont prises en tout cas dans les hôpitaux, c'est beaucoup plus attirer notre attention. Donc, tout cela relève en tout cas de la mythologie grecque, tout est né de là. Mais lorsque nous allons parler du sceptre d'Asclépios, vous allez beaucoup plus comprendre de quoi il s'agit. Des questions? Moi-même, j'ai travaillé en pharmacie, mais je n'avais pas toutes ces informations-là. Des questions? Non, mais moi, je pense que le point sensible que Jacques a touché, c'est la partie où il parle de la sagesse, non seulement pour pouvoir discuter avec le patient et savoir exactement de quoi, en tout cas, de quoi ce patient-là a besoin, même si ce patient vient seulement à la pharmacie pour chercher un produit vite fait pour se soigner, de lui demander ce qu'il a. Donc, ça fait, c'est aussi faire preuve de patience, mais aussi la sagesse est inclue dans le secret professionnel ou du professionnalisme, parce que quand quelqu'un vient chez vous et vous confie ses problèmes de santé, c'est important, voilà, d'avoir, disons, la justesse, le tact. Le tact, c'est ça, c'est le tact nécessaire pour pouvoir le servir et le conseiller pour pouvoir se sortir de cette impasse-là. Donc, c'est le point, voilà, moi, qui je trouve très important aussi dans ce que Jacques a dit. Oui, ça sera surtout mettre aussi l'accent sur l'attention qu'il faut accorder aux patients, l'hygiène qu'il faut accorder. Tout ça là, ce sont des mesures à prendre en compte. Alors si vous êtes pharmacien, vous êtes médecin, même vous êtes patient, sachez que l'hygiène compte quand même beaucoup pour vous dans l'administration de vos soins. Et quand vous allez à l'hôpital, parfois ce n'est pour rien, on vous dit avant de vous administrer ou encore de faire une injection, on prend le coton imbibé d'alcool et on essaie de nettoyer la partie désinfectée. C'est beaucoup plus des règles, des mesures d'hygiène. Alors si un jour vous allez quand même à l'hôpital et vous n'observez pas ça, il faut quand même réclamer. Il faut réclamer. Dans votre droit. Voilà, donc c'est beaucoup plus attirer notre attention. Aujourd'hui, nous étions beaucoup plus dans la mythologie grecque. Vous allez beaucoup plus comprendre les prochaines fois. Merci beaucoup, Jacques. Il a été question aujourd'hui, donc, que sais-je de la coupe d'hygiène. Nous poursuivons donc cette émission et tout de suite, recette de la semaine. Alors aujourd'hui, Charlène a décidé de nous donner des astuces sur comment éviter que les pics à brochettes brûlent lors de la cuisson des brochettes. En tout cas, c'est deux astuces. Voilà. Ça, c'est la première astuce. Voilà, je fais toujours bien de vous ramener des astuces. Tu veux nous mettre l'eau à la bouche ce matin? Ouais, tu veux nous parler des brochettes? En fait. Voilà, c'est souvent bien. C'est surtout pour Jacques, quoi. Un lundi matin, comme ça. Un lundi matin. Un lundi matin. Pas les brochettes. C'est pour nous ramener dans le week-end. Non, c'est pour avoir... c'est un mauvais week-end. C'est pour avoir une semaine beaucoup plus inspirante. Les choses de l'inspiration. Voilà, les choses de l'inspiration. Donc, c'est une astuce très très simple. Il y en a qui l'appellent pic à brochette, d'autres des broches. Voilà.
Donc, nous allons voir l'image qui va s'afficher à l'écran. Quand vous voulez faire vos brochettes, généralement, quand on le fait, quand c'est en bois, quand les pics sont en bois, ça brûle. Quand on braise et tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avant de mettre de la viande, les morceaux de viande sur les pics, il faut plonger les pics dans de l'eau pendant 1 à 2 heures de temps. Voilà. Carrément. C'est long, voilà. Là, quand vous braisez votre viande et tout ça, les pics ne brûlent pas. Ça devient, c'est toujours intact. C'est comme si vous ne l'aviez pas utilisé voilà. Avant. Voilà. Et quand vous finissez, vous pouvez encore les laver et puis les garder. Et les réutiliser? Oui, vous les lavez très bien avec du savon et puis un peu de javel. Vous pouvez les réutiliser. Donc voilà, la petite astuce. Plonger les pics dans de l'eau pendant 2 heures de temps. Et si je 1 à 2 heures de temps sur les tiges? C'est l'huile même qui attire beaucoup plus le feu. Ok, donc si je comprends bien, c'est peut-être le fait que l'huile et l'eau ne se mélangent pas trop qui fait que justement ça ne brûle pas pendant la cuisson. Ok. Je pense que c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux quand vous introduisez ça dans de l'eau. Ce qui est intéressant avec recette de la semaine ce matin, c'est qu'elle nous a donné une astuce pour ne pas brûler les pics à brochettes. Maintenant, là, elle va nous apprendre comment faire la marinade. La fille là. En fait, comme je vous aime, surtout les téléspectateurs et tout. Y a pas de souci. Souvent, entre amis, vous organisez des petites fêtes, vous faites des grillades et tout et tout. Ce qui est très important, c'est la marinade. Ça, c'est vrai. Voilà, parce que c'est ça qui donne le goût. Voilà, ça donne une certaine saveur. La marinade, en fait, c'est un mélange d'épices. Voilà, un mélange d'épices. Et on sait que voilà, quand on fait... Jacques est toujours c'est ça vous appelez... Il aime manger, mais il connaît. C'est ce qui m'énerve. En fait, c'est ça vous appelez moutarde. Non, c'est pas ça la moutarde. La moutarde, c'est autre chose. La moutarde même peut servir à faire une marinade. On peut utiliser la moutarde pour l'incorporer dans certains épices et puis avoir la marinade. Donc, apprends-lui. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer la marinade verte. Ok. Voilà. La marinade bio. Bio. Fait maison. Voilà. C'est toujours mieux de le faire à la maison. C'est bio et tout. Donc, si vous voulez faire votre marinade, vous aurez besoin de piment vert, un peu de piment vert pour ceux qui aiment le piment. C'est facultatif. Juste un peu. Également, ça c'est du poivron. Vous aurez besoin du poivron également. Vous aurez besoin également du... Ça c'est basilic. De la basilic. Ensuite, vous aurez besoin du céleri. Céleri, persil, ail, oignon. Du poireau également. Ceux qui ne connaissent pas le poireau, c'est de l'oignon, les feuilles d'oignon, voilà, vertes là, voilà, vous utilisez. Et si vous voulez, vous mangez par exemple de la moutarde, vous pouvez mettre de la moutarde, mélanger le tout, écraser. Si vous avez un mixeur, ça le fait, parce que généralement on le fait en quantité pour toute la semaine. Ça vous évite tout le temps de refaire la marinade. Vous écrasez le tout, vous ajoutez un peu d'huile et puis voilà, votre marinade verte est OK. Attends, Blandine. Donc si je comprends bien... On sait que tu n'iras pas faire. Non, j'ai fini par comprendre que j'ai l'habitude de faire ça. J'ai ça seulement là, tu as menti. Je vous explique en fait. D'accord. Donc si je comprends bien, le piment qu'on fait à côté là, et on prend notre brochette là, on met dans ça. Et on envoie là, c'est ça qu'on appelle marinade. Seigneur Jésus-Christ. C'est le piment vert qui t'a à accompagner. Je vous dis que Jacques est nul en cuisine. Il a mangé, mais il est nul en cuisine. Puisqu'en fait, c'est un mélange d'épices. Voilà.
Donc si le piment qu'on met à côté aussi, c'est un mélange d'épices, c'est marinade aussi. Non, ça c'est pas de la Monsieur marinade. Jacques, La marinade, on l'utilise bien avant. C'est pour assaisonner, soit la viande, soit le poisson. Voilà, c'est maintenant on a compris. C'est moi, je pensais qu'on fait ça à côté et puis... Non, tu vois, Ézéchiel aime faire la cuisine, donc lui l'a compris. Toi, tu es le seul qui n'a pas compris. C'est un observateur. Ça permet à ce ça t'a laissé. Souvent la viande ou le poisson a une mauvaise odeur. Voilà. Donc quand on met de la marinade avant cuisson, ça empêche à ce que cette odeur là ressorte. Voilà. Et puis voilà. Ça parfume, la marinade parfume. Voilà, assaisonner. Donc rapidement, redonne-nous les ingrédients. Les ingrédients, du piment vert, poivron vert, poireau, anis vert, céleri, persil, ail et puis oignon. Voilà. Et puis à Jacques que je sais faire là. Le week-end je l'invite. C'est gâté. Et puis généralement quand vous faites votre marinade et que vous avez peut-être une fête avec les amis le lendemain, vous marinez la viande la veille. Vous mettez au réfrigérateur. Pour que ça puisse dormir toute la nuit ou une journée entière. Quand vous faites vos grillades. En tout cas, vous reviendrez me dire. Ça pénètre bien. Exactement, tu as trouvé le mot. Merci Ézéchiel. Jacques, tu vois. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlène. Aujourd'hui, Charlène nous a appris comment éviter que les pics à brochettes brûlent pendant la cuisson des brochettes. Et il s'agissait d'incorporer les pics à brochettes dans de l'eau pendant 2 heures de temps. 1 à 2 heures de temps. 1 à 2 heures de temps, ok. Avant de mettre les brochettes sur les morceaux de viande. Les morceaux de viande, voilà, sur les tiges, avant cuisson. Et ensuite, elle nous a appris comment faire la marinade soi-même à la maison. C'est très intéressant. Ce soir-là, je sens que ça va bader chez moi. Tout de suite, tout de suite, une pause. Non, pause publicitaire ou carrément une pause, comme vous voulez, musicale. Prenez ce que vous voulez et on revient juste après.
Bon, voilà, c'était donc une pause musicale. J'espère que vous avez profité de cela. Nous allons donc poursuivre cette émission. Il y a notre invité qui est déjà installé dans ce studio, sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur Honoré Capouin-Asson. Il est doctorant en médecine. Avec lui, nous allons parler de l'impact du climat sur la santé. Bonjour, Monsieur Honoré. Bonjour, Madame Blandine. Bonjour, téléspectateurs. Je vais bien chez vous. Je vais bien également. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. J'espère que vous êtes à l'aise. Je me sens très bien. Si bien, j'aime ça. Alors, comme je le disais, nous allons parler de l'impact du climat sur la santé. La première question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les principaux effets du changement climatique sur la santé publique? Merci Madame Blandine pour la question. Bon, pour répondre à cette question, disons que le changement climatique d'abord, c'est un changement habituel du climat qui influe la vie de l'être humain, des êtres vivants plutôt, y compris les êtres humains et puis les végétaux et les animaux. Pour répondre à votre question, le climat a une influence sur la santé de l'être humain. Quand on lui dit, il y a des répercussions qui se font voir. Je veux dire, si on prend sur la santé, sur le domaine de la respiration, le changement climatique a des répercussions respiratoires. C'est-à-dire, il y a des maladies qui surviennent qui perturbent plutôt les espèces humaines, à savoir l'asthme, les bronchites, et puis la pollution de l'air qui suffoque. Souvent, il y a certaines personnes qui suffoquent et c'est dû au changement climatique. Passant à ça, il y a aussi les maladies infectieuses, notamment le paludisme, la dengue. Actuellement, on est dans la dengue qui sévit, la dengue qui sévit justement. Je peux dire aussi, il y a le stress thermique, c'est-à-dire les coups de chaleur que la population ressent, qui sont dus au changement climatique. Et ces coups de chaleur entraînent une déshydratation de l'organisme, une déshydratation. Et c'est en cette période qu'on nous demande de beaucoup boire de l'eau pour s'hydrater. Justement. À ça aussi, il y a aussi la sécurité alimentaire. Parlant de sécurité alimentaire, le changement climatique qui a trait à l'agriculture, insuffisance de production, il y a la malnutrition et la famine qui sévit. Aussi, sécurité de l'eau, où l'être humain n'a pas accès à l'eau potable, ce qui peut entraîner des maladies hydriques, à savoir le choléra, l'hépatite A, la fièvre typhoïde et puis la bilharziose. Alors parlons de populations qui subissent justement ce changement climatique là. Dites-nous un peu quelles sont celles qui sont les populations, justement je vais en parler, qui sont les plus vulnérables, en tout cas par rapport à l'impact que le climat peut avoir sur le domaine de la santé. Merci Ezekiel pour la question. La population vulnérable, ce qui est bizarre, c'est que la population, ceux qui sont à la base de ce changement climatique ne sont pas ceux qui ressentent les effets. Les effets. Donc, ces populations, disons que ces populations, il y a la couche vieillissante. Bon, les vieux sont plus exposés au changement climatique, les vieux, les enfants, et puis les femmes enceintes sont plus exposés à ces changements climatiques que d'autres personnes. Maintenant, à ça s'ajoutent les personnes, les riverains, en temps de montée de la mer. Les riverains sont touchés. En temps de sécheresse, il y a les agriculteurs qui sont touchés. Voilà. Maintenant, comment les vagues de chaleur affectent-elles la santé? Comment s'y préparer?
pouvez reposer la question s'il vous plaît? Comment les vagues de chaleur affectent-elles la santé et comment s'y préparer? D'accord. La chaleur, comme je viens de le dire, ce sont des coups de chaleur. Il y a des coups de chaleur qui entraînent la déshydratation du corps humain. Quand un corps est déshydraté, il y a des signes qui surviennent. Bon, je vais rentrer dans la médecine. Il y a les lèvres qui sont sèches, la peau qui se décape, voilà façon. Et à ça aussi, il y a le fait que ces personnes sont plus la chaleur, ces personnes sont plus ont tendance à porter des habits serrés. Des habits serrés. Donc du coup, en portant ces habits serrés, ça donne un coup de chaleur à l'organisme. C'est là où vous allez voir, surtout ça se voit plus chez les blancs. Vous allez voir les blancs, il y a des taches rouges qui sont sur le corps. Voilà, donc ce sont des coups de chaleur. Alors vous avez parlé un peu de la pollution de l'air et des risques justement que, en tout cas des conséquences que ça peut avoir aussi sur la santé, notamment des personnes qui suffoquent parce que l'air n'est pas voilà, très bien à respirer. Dites-nous comment est-ce que justement on peut réduire cette pollution-là pour éviter que les personnes ne croulent sous l'effet de cette pollution? Merci pour la question. Pour réduire la pollution de l'air, je peux dire que il y a des actions, c'est des actions qui sont primordiales à mener. D'abord, dans les maisons, il faut que les chambres soient bien aérées. Les chambres soient aérées. Utiliser des purificateurs d'air. À ça s'ajoute le reboisement. On sait que les arbres sont très importants dans la purification de l'air. Donc, inciter des gens à faire le reboisement pour leur permettre d'avoir l'air purifié et puis des espaces verts pour permettre aux gens de s'exposer à l'air libre sans avoir ou à recours à des coups de chaleur. Ok, nous sommes actuellement en période d'inondation. Vous le savez, il y a l'inondation un peu partout. J'aimerais savoir comment les catastrophes naturelles liées au climat, comme les inondations, bien les incendies, peuvent-elles impacter sur la santé? D'accord, je viens de le dire tout à l'heure. Le changement climatique peut impacter sur la santé si on prend le domaine de l'agriculture en termes d'inondation. Quand il y a l'inondation, les terres sont inondées. Les cultures, bon, les agriculteurs cultivent. Il y a le climat qui doit être, bon, si c'est bien respecté, il y a la moisson qui sera bonne. Mais en temps d'inondation ou de sécheresse, il y a les cultures qui ne seront pas bonnes. Donc le rendement ne sera pas favorable. Donc à cette situation, il y a la famine qui va atterrir. La famine. Maintenant, si on prend le domaine de l'eau, l'eau, en termes de sécheresse, la population n'aura pas accès à l'eau potable. Et cette difficulté va permettre à la population de s'adonner à la consommation d'autres boissons comme des boissons énergisantes et tout en sachant qu'ils veulent se désaltérer. Or, en consommant ces boissons, ça permet de les déshydrater de plus en plus et créer d'autres malaises. D'accord, maintenant quelles sont les mesures que nous devons prendre pour nous protéger, protéger la santé face aux impacts du climat? Les mesures à prendre sont variables de chaque individu à un autre. Prenons en cas de coup de chaleur. Nous devons porter des habits amples. Des habits amples, des habits clairs. Souvent parce que quand on porte des habits sombres, les habits sombres sont souvent dotés de capter les rayons solaires. Donc ça
permet de créer la chaleur. Donc, porter des habits qui sont clairs, comme je viens de le dire, et aussi de boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Éviter de l'alcool et de la caféine, parce que ça dessèche, voilà, ça déshydrate, ça dessèche les cellules. C'est pas vraiment important pour notre corps. Maintenant, si on prend le côté de l'inondation, comme de l'inondation, ou dans les zones endémiques, il y a cette et dans les zones endémiques où il y a le paludisme qui sévit par exemple, toujours éviter de verser de l'eau au bord de dans les habitations, de créer des eaux stagnantes. Voilà, de créer des eaux stagnantes, de dessécher ces eaux stagnantes parce qu'ils sont source de multiplication des vecteurs de ces maladies. Il y a aussi de dormir sous des moustiquaires et à l'air libre, lorsqu'on est à l'air libre, de porter des habits longs pour pouvoir éviter d'être, je sais pas, des moustiques. Comme bien de le dire, je viens de suivre une émission en parlant de paludisme, que ces paludismes ont un tropisme de pouvoir piquer des personnes habituelles. Donc, ça permet aussi, et on a évoqué le fait de porter des habits sombres. Donc, c'est un moyen de se protéger contre ces gens de... Merci beaucoup, Monsieur Honoré Capoisson. Nous aimerions bien poursuivre cette émission. Malheureusement, on est talonné par le temps. On va devoir arrêter. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, nous donner toutes ces informations concernant l'impact du climat sur la santé. Je rappelle que vous êtes doctorant en médecine. Merci beaucoup d'être passé dans nos locaux. Et à vous, très chers téléspectateurs, on se dit à demain. Merci d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. Prenez grand soin de vous. Merci ma team, comme j'aime affectueusement les appeler. Merci également à la partie technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Et comme je le disais, on se retrouve demain. Mais surtout, ne zappez pas, nous avons plusieurs choses à vous donner sur SOS Docteur TV, car votre santé et votre bien-être sont nos priorités.